Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Carded News où ce mois-ci on va devoir parler de beaucoup de choses, notamment d'une nouvelle banlist assez ravageuse. N'oubliez pas avant que cette vidéo commence, si vous appréciez les contenus proposés sur cette chaîne et surtout si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout likez la vidéo à la fin si elle vous a plu. Cette chaîne est aussi toujours en partenariat avec l'excellent site The Cards Adventure. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ils font des tarifs très intéressants et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la rubrique blog du site où vous retrouvez une version écrite un peu plus condensée et un peu plus détaillée sur toutes les actus présentes dans cette vidéo. C'est bien sûr écrit par mes soins, n'hésitez pas à aller checker ça. Des decks de structure insane en OCG. Ah, le Japon et ses dingueries. Des raretés inconnues chez nous, des produits insane, des cartes qui n'existent même pas en TCG. Qu'est-ce qui pourrait bien faire de meilleur encore? Je sais pas, peut-être ça? À tout hasard? Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une liste officielle d'un des derniers decks de structure OCG autour de l'archétype Cyberdragon. Bon alors clairement c'est plus un deck de structure Entrap et Staple que Cyberdragon si vous voulez mon avis. Mais vraiment, c'est quoi ce truc? Sérieux. Et pourquoi on n'a pas ça, nous? 7 Entrap et 5 Staple, dont 2 H et même un Max C. Bon, j'ai très peu d'espoir pour qu'on ait la même chose en TCG, mais sait-on jamais. En tout cas, un structure deck avec 2 H dedans, j'en achète 24 direct. Mais ce n'est pas le seul deck de structure complètement fou qui a été annoncé ce mois-ci au Japon. Je me suis pris un petit shot de nostalgie en provenance du format éternel lorsque j'ai vu cette info. Certains ont peut-être compris de quel archétype il s'agit, et bien oui, figurez-vous qu'un deck de structure Salamangreande V2 va voir le jour. Hormis le visuel et son nom, nous n'avons encore pas beaucoup d'informations à son sujet. Appelé Sanctuaire Salamangreande comme la magie de terrain, il contiendra apparemment toutes les nouvelles cartes de l'archétype introduites par les derniers duellistes légendaires, le volcan brûleur d'âme. Prévu pour le 18 mai au Japon, il fera peut-être son apparition chez nous d'ici septembre ou octobre. Les nouveaux spoilers de l'infini interdit. Vous commencez à avoir l'habitude, à partir de la deuxième info de cette vidéo, on va rentrer dans les gros spoilers d'une extension principale. Aujourd'hui, on s'attaque à l'infini interdit, le prochain corset de l'été qui sortira le 18 juillet chez nous. En apéro, je vous propose pour commencer un petit trio de one-off savoureuses. On commence avec des petites bouchées de la mer, Mulchumi, Purulia. On rigole, hein, mais si je vous dis que Maxé est de retour, bah c'est littéralement ce qu'elle fait, cette petite méduse. Enfin presque. Pour commencer, effet rapide, elle nous dit qu'on peut la discard, puis on va appliquer ses effets pour le reste de ce tour. Premièrement, à chaque fois que l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre depuis sa main, et ben immédiatement après on va piocher une carte. Et à la même phase, si jamais on a plus de cartes en main que le nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, plus 6, on va mélanger au hasard des cartes depuis notre main dans le deck égale à la différence. Bon alors oui, bien sûr, c'est moins fort que Max C, ça concerne seulement les invocations depuis la main et non pas absolument partout dès qu'il y a une spé, mais ça comporte aussi quand même les normes, ce que ne fait pas le cancrelat. Je veux dire, même contre Flunder, c'est pas mal. En plus, la contrepartie empêche clairement de se faire deck out, et dans le pire des cas, on va garder une main de départ classique, voire même on va se refaire notre main si elle était mauvaise. Donc ça nous laisse le choix, en tant que joueur, d'activer l'effet si notre main de départ est pas ouf, ou alors de la garder dans notre main bien au chaud. On verra bien si cette carte sera jouée, dans quelle rareté elle sera disponible, mais moi j'envisage sérieusement de la side dans Flunder. Passons maintenant à l'éclair de l'étoile du soir. Un nom très poétique, n'est-ce pas? Bon alors déjà, parenthèse, c'est du lore héritage du monde, Avramax, Saikyo. Allez mater la petite vidéo lore que j'y ai consacrée, c'est 36 minutes de pur bonheur et d'histoire extrêmement bien racontée. Je passe plus trop les portes avec les chevilles. Bon, sinon, cette magie rapide risque clairement de remplir quelques side decks à sa sortie. Si l'adversaire contrôle 2 monstres de plus que nous, il pourra en envoyer au cimetière, puis on pourra activer un de ses effets en fonction du nombre de monstres qui lui restera sur le terrain. S'il lui en reste 0, nos points de vie seront tout simplement divisés par 2. S'il lui en reste 1, l'adversaire va gagner 2000 points de vie. S'il lui en reste 2, on va bannir entièrement sa main face recto jusqu'à la end phase quand même. Et s'il lui en reste 3 ou plus, eh bien l'adversaire ne pourra tout simplement pas activer d'effet de monstre jusqu'à la fin du tour. Très honnêtement, c'est broken quand même. Je pense clairement qu'on tient une des meilleures cartes de side de 2024 là. Sinon, je vous avais déjà dit que Konami battait des records du monde en termes de longueur de noms de cartes. Déjà que les effets sont des romances, et alors en plus les noms des cartes c'est des titres. Donc on va parler, là je suis désolé, faut que je lise mes notes, de Burghoff, disparu, le sombre souverain des hauts cieux. Une trame maison au cas où. Décidément, encore une fois, c'est un bon candidat pour Majone Mleria, ce petit gars. On va pouvoir invoquer spécialement cette carte en bannissant un monstre, une magie et un piège depuis notre cimetière. Et si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, on va pouvoir bannir un monstre et jusqu'à 2 magies et pièges contrôlé par l'adversaire ou dans son cimetière. Honnêtement, c'est pas si mal, c'est juste dommage que l'aspect soit si restrictive. Après, c'est un ban 300 ciblé, donc bon. Mais franchement, je vais explorer les possibilités dans ma joue. En plus, il est défaussable sur Tokuzanu Pandro 2, donc why not? On va maintenant parler du nouvel archétype annoncé dans l'Infini Interdit, qui va certainement être le dernier d'ailleurs, qui s'appellera
bois blanc. Il vient complet d'une display déjà très riche, je ne sais pas vous, mais moi j'attends avec impatience cette extension. 11 cartes pour le moment ont été dévoilées pour cet archétype. N'hésitez pas à aller checker le petit article sur le site de The Card Adventure, je vous les présente toutes, mais ici je vous ai fait un petit top 5. A commencer par Risia des bois blancs. Si on contrôle un monstre bois blanc, on peut l'aspect de la main. On peut ensuite envoyer une magie piège depuis notre main au terrain au cimetière pour piocher une carte. Et enfin, si cette carte est dans notre cimetière, effet rapide, on peut cibler un monstre synchro bois blanc qui est sur notre terrain ou dans notre cimetière, le renvoyer à l'extra deck, réinvoquer spécialement cette carte, mais ses effets seront annulés. C'est donc une plutôt bonne carte, un extender, et j'ai choisi de vous montrer celle-ci plutôt que les autres monstres, parce qu'il va falloir qu'on parle un petit peu de lore, très rapidement. Les autres monstres sont clairement des versions enfants de cartes plutôt emblématiques qu'on connaît bien dans la méta, mais on verra ça un tout petit peu plus tard vers la fin de ce top 5. Pour le moment, reconcentre-nous et parlons de Silvera, la sorcière louve des bois blancs. Si cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir changer tous les monstres contrôlés par l'adversaire en défense face verso. Ok. C'est juste un Book of Eclipse, la Russ. En plus de ça, un effet permanent qui nous dit que tous les monstres illusions et magiciens qu'on contrôle vont être boostés de 500 points d'attaque et de défense. Et aussi, tant qu'à faire, s'ils attaquent un monstre en position de défense, on va infliger des dommages de combat perçants doublés. Ça vous rappelle pas un gros Big Boss Blue Eyes rituel par hasard? C'est juste un breakboard doublé d'une machine à OTK, la sœurette, c'est n'importe quoi. Et c'est loin d'être la seule, d'ailleurs, elle est bien accompagnée par Risiela, la méchante des bois blancs. Si elle est invoquée spécialement, on peut envoyer une magie ou un piège depuis notre main ou terrain au cimetière, et on peut ajouter une carte bois blanc ou un monstre lumière magicien directement depuis notre deck à notre main. Comme sa pote, elle va booster tous les monstres magiciens et illusions synchro qu'on contrôle de 500 points d'attaque et de défense. Aussi, petit détail, ils seront plus destructibles par les effets de cartes de l'adversaire. Franchement, ça annonce la couleur. Blanc. Oh, franchement, blague à part, cet archétype annonce vraiment du lourd, et ça ne m'étonnerait pas qu'à sa sortie, ce soit déjà dans les top tiers. Et c'est pas fini, parce qu'on va passer aux cartes magie et pièges de l'archétype, et vous allez voir qu'elles sont très importantes. On va commencer avec la petite tuto du deck, la légende des bois blancs. Si on contrôle un monstre illusion ou magicien, on va tout simplement pouvoir tuto un monstre bois blanc depuis notre deck à notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre, on va pouvoir la poser. Ce dernier effet, d'ailleurs, est commun à toutes les magies et pièges de l'archétype. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Il y a une capacité de recyclage assez vénère, en plus, vu que c'est des magies derrière, on peut faire les effets. Il n'y a même pas de restriction du style, dès que vous l'avez reposé, puis activé, elle est bannie après. Non, non, rien du tout, on peut recycler ce truc. C'est quand même fort. On va terminer avec la seule piège annoncée pour l'archétype, les malheurs des bois blancs. Elle nous permet, lorsqu'on l'active, d'invoquer spécialement un monstre bois blanc depuis notre main ou deck, puis immédiatement après d'invoquer par synchronisation un monstre bois blanc. Et bien sûr, comme je vous le disais un peu plus tôt, là, le fameux effet du recyclage, si jamais elle est défaussée, pour faire l'effet d'un monstre, on peut la reset, mais honnêtement, c'est quand même plutôt broken. Imaginons qu'on sort la synchro dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, quand elle arrive, fait Book of Eclipse. Bien timé, ça peut être compliqué pour l'adversaire. On a donc un archétype qui est plutôt prometteur, avec de l'OTK, du board breaker et de la synchro pendant le tour adverse. Ajoutez à ça en plus un petit lore qui prend forme et qui nous raconte l'enfance de Diable Star. Justement, preuve à l'appui et spoil de 3 autres cartes dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. On peut voir que Asteria, c'est Diable Star. Reset, c'est Diabels, la nouvelle carte sortie récemment. Elle semble d'ailleurs, elle, avoir suivi les préceptes des bois blancs, alors que Diable Star, elle, s'en est éloignée. Et on voit qu'une douce amitié infantile se transforme après en rivalité plutôt exacerbée. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on n'est pas dans une Yugi Story. Un produit exclusif pour le lore d'Albaz. La Complete White Story a été annoncée, et mon Dieu, par la barbe de Papy Salomon, quelle dinguerie! En précommande au Japon jusqu'en mai, ce petit produit coûtera la modique somme de 180 € à peu près. Mais attendez un peu de voir son contenu aussi. Un classeur spécial archi stylé, un artbook, des pages de classeurs assorties avec des logos autour du lore d'Albaz et Ecclesia, 202 cartes retraçant leur lore, 177 ultra rares, 20 QCR, dont 4 avec de nouveaux artworks alternatifs, et une nouvelle carte disponible en QCR, qui sera le nouveau boss monster de ce lore Albaz Ecclesia. C'est la première fois qu'un produit aussi imposant va sortir autour de l'histoire des cartes. Le nouveau boss monster en question s'appelle Albaz System, la dogmatique calamité. Alors je vous le précise parce que c'est une condition d'invocation maxi balèze. Il va vous falloir un Albaz le déchu, ok, jusqu'ici rien de très choquant, et puis 6 monstres avec des noms différents depuis votre cimetière. Mais bon, en échange, cette carte, pour commencer, va pouvoir attaquer chaque monstre de l'adversaire une fois chacun. Mais à chaque fois qu'elle va déclarer une attaque, on va devoir envoyer une carte de notre extra deck au cimetière. Et enfin, une fois par tour, si cette carte invoquée par fusion est là, qu'on a 6 monstres fusion
et qui mentionne Albaz le Déchu de noms différents dans notre cimetière, on va pouvoir envoyer l'extra deck des 2 joueurs au cimetière. Alors comment vous dire que niveau boss monster, on est sur du très haut level là. Bref, la complete White Story devrait être envoyée et les Japonais devraient la recevoir vers le mois de septembre, et promis, j'essaierai d'en choper une pour en ouvrir une sur cette chaîne. Ça a l'air d'être une giga dinguerie. Le retour des ultis et des ghosts dans un corset. Oui, vous avez bien entendu, après la grande série de reprints autour des 25 ans et des premières displays du jeu, Konami a décidé de nous ressortir encore une petite folie. Une des displays rétro les plus emblématiques de la fin des années 2000, la lumière de la destruction. Depuis 2015, on n'a plus d'ultimate rare dans les corsets principaux. Le dernier en date, c'était DOCS, la dimension du chaos. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boîte? Le bonheur, la nostalgie, une petite Madeleine de Proust. Mais sinon, il y a des Seigneurs Lumière, des Monarques, des Bêtes Gladiateurs, du Force Arcane, l'Ange de Loyauté en Ghost, et bien d'autres choses encore. On verra bien si, comme pour les 25 ans, ils nous laissent les taux de drop de l'époque, j'espère pas en tout cas. Rendez-vous le 8 août prochain pour ce petit shot de nostalgie. Le moment de gloire de Chaz Princeton. Vous vous souvenez de lui? C'est le rival de Jaden qui joue les dragons armés à la base, mais malencontreusement, après un petit accident, il se retrouve à devenir le boss du trio Jama. Et bien ce personnage, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, joue des cartes dans le manga qui n'existent pas chez nous. Elles ne sont jamais sorties. Jusqu'à aujourd'hui. Ce sont 4 nouvelles cartes inspirées par le deck de ce personnage qui vont arriver dans l'Infini Interdit le 18 juillet prochain. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Dragon Link risque d'avoir un petit peu de support indirect. Mais bon, avec la dernière ban, hop, on en parlera peut-être à la fin de cette vidéo. Pour commencer, une fusion, le Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Bon, clairement, il y a une petite inspi avec son grand frère, le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Niveau effet, par contre, il n'y a rien à voir. Déjà, tant qu'il est face recto sur le terrain, il est aussi Ténèbres. Une fois par chaîne, lorsqu'un effet de magie piège ou de monstre est activé, effet rapide, on va faire perdre 1000 points d'attaque à ce monstre et annuler l'activation. Enfin, si cette carte est détruite par l'adversaire, oui, carrément, c'est même plus par effet ou par combat, c'est par l'adversaire. Eh bien, on va pouvoir cibler un monstre dragon dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement. 3 negate, une invoque qui demande 2 dragons de niveau 8, lumière et ténèbres, une respect en cas de départ du terrain. Bah écoutez, c'est quand même bien, hein, on va pas se mentir. Les joueurs Dragon Link, dites-moi en commentaire si jamais c'est du bon support indirect. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce que je vais vous présenter tout de suite les 2 dragons niveau 8 qui l'accompagnent. Pour commencer, le dragon de la sublimation de la fin lumineuse. Ce magnifique dragon lumineux nous dit qu'on va pouvoir bannir un monstre dragon de niveau 8 depuis notre extra deck pour l'invoquer spécialement depuis notre main. Par contre, pour le reste du tour, en contrepartie, on va être lock en invoque spé de monstre dragon. Durant la main phase, il va nous permettre d'invoquer par fusion un monstre en utilisant des matériaux depuis notre main ou terrain. Sinon, pour terminer, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on va pouvoir faire perdre 500 points d'attaque et de défense à cette carte, et le monstre attaquant va perdre 1500 points d'attaque. Mais passons de la lumière aux ténèbres avec le dragon d'évaporation de la fin sombre. Comme son frère de lumière, on peut bannir un monstre dragon niveau 8 depuis notre extra pour l'invoque spé depuis la main. Pour le reste du tour, encore une fois, on est lock en spé de monstre dragon. Et enfin, on va pouvoir activer un de ses effets. Soit on va invoque par fusion en utilisant des matériaux depuis notre main et terrain, exactement comme son petit frère. Ou alors, on peut aussi lui faire perdre 500 points d'attaque et de défense, cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Bon, clairement, la fusion est la carte la plus intéressante des 3, mais ça fait quand même plaisir de voir arriver dans le jeu des cartes du manga. Un passage par neuron obligatoire pour les identifiants Konami. Information capitale et très importante pour les joueurs Yu-Gi-Oh! Participant à des événements IRL. Neuron va être obligatoire. Adieu les cartes physiques et autres COSI, maintenant tout sera centralisé sur l'application Neuron. Pour n'importe quel type d'événement auquel vous allez participer, que ce soit des petits tournois boutiques ou même des WCQ ou un championnat national, eh bien ce sera obligé d'aller sur cette application. Konami va supprimer progressivement le système de KCGN et les cartes pour arriver à une universalité de neuron d'ici juillet. Je pense honnêtement que ce sera beaucoup mieux niveau organisation pour avoir participé à pas mal de gros tournois ces derniers temps, que ce soit WCQ ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est plus fluide et plus simple. Et surtout, plus de galères. C'est plus possible de perdre votre numéro de COSI, ou alors ça veut dire que vous avez perdu votre téléphone. Je vous le souhaite pas. N'hésitez pas d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite vidéo tuto de l'utilisation de neuron, on sait jamais, ça peut en intéresser certains. La nouvelle banlist qui détruit Œil de Serpent. Bon, changeons de cadre, et parlons sérieusement de la plus grosse actu de ce mois-ci. Vous savez que quand je retrouve mon petit pote Exodia, c'est qu'on va parler banlist. Je vais donc essayer d'un peu vous décortiquer toutes ces annonces en commençant par les cartes délimitées. Je vous avoue que ma première petite surprise, c'est Malveillant. Son retour à 3 fera bien évidemment beaucoup de bien au deck héros, mais aussi et surtout à tous les rogues la jouant comme aide. Bon, c'est pas un rogue, mais on peut notamment penser
à tir, qui aime beaucoup jouer malveillant. On a aussi la Harpe Orcuste qui revient et qui signe le grand retour de l'archétype dans le metagame. On va un petit peu voyager dans le format éternel d'ailleurs avec cette banlist, et notamment avec Orcuste, parce que certains s'amusent à le mélanger avec du runique, qui s'amusent à faire des petites listes runique Orcuste. C'est pas très très beau. Hérotrope à 3, la espèce de toupie, pour moi ça reste anecdotique, je pense que c'est pas si ouf que ça. Dites-moi si c'est une dinguerie, mais moi je vois pas vraiment ce que ça va faire. Ils l'ont déjà repassé à 1 puis 2 et franchement on l'a pas vu pour autant. Mais par contre, Engage, waouh, SS qui revient au top de sa forme. Incroyable. On est vraiment de retour en 2019. On va passer très rapidement par contre sur les cartes semi-limitées de cette banlist. Le Chevalier de l'Armageddon, bon bah cool pour tir, ou je sais pas, Monde Ténébreux, que sais-je, enfin ok. Et la Magie Purlie, bah écoutez, le deck est encore joué, j'ai envie de vous dire. Et c'est plus vraiment un problème, donc bah why not? C'est surtout dans la partie limitée de cette banlist que ça commence à devenir intéressant. Déjà on voit Proto Sark Nemesis revenir et booster au passage le prix de Corridor qui a crevé le plafond sur Card Market. Jouable bien sûr dans Sword Soul, on risque de le voir dans bien d'autres stratégies. Autant dire qu'il peut y avoir de la casse. Le comeback de Tidal clôture le retour des Dragon Rulers dans le jeu. Normalement maintenant ils sont tous à 1. Même si l'orage d'or est passé, mieux vaut garder un œil là-dessus. Et là par contre, c'est le drame. Le retour de Colossus à 1. Pourquoi Konami? Pour ceux qui n'ont pas connu, désolé pour votre perte d'innocence brutale, mais ça va être un enfer ce truc-là. Dernier challenger du format éternel, le deck Thunder Dragon, à l'époque, c'était violent. Et il était fort en grande partie grâce à cette carte qui vous empêche tout simplement d'aller tuto. Ouais, le truc le plus basique de la méta Yu-Gi-Oh d'aujourd'hui. Kirin Magie Aspect, je sais pas c'est quoi ce truc. Dites-moi si c'est insane, mais comme ça, je vois pas trop l'intérêt de la carte. J'ai pas vraiment connu son époque après tout. Et la bonne petite surprise, pour mon deck Exodia, que les joueurs de Master Duel connaissent bien, c'est Chicken Game. Et enfin, on a encore une Floodgate tombée au combat. Décidément, Konami leur fait la peau en ce moment. C'est l'hécatombe dans cette famille de cartes. Parfait Anti-Magie à 1. Après Zerkenby et combat en présence de l'Empereur, elle aussi, elle tombe au combat, elle a presque disparu du jeu. Ça devient plutôt inintéressant du coup. Et enfin, et c'est ce qui aura fait le titre de cette vidéo, on va passer aux cartes interdites. Et c'est la guillotine qui va tomber sur la tête de Serpent, présente un peu trop dans la méta. Bien Kuribo Baron, Dragon Savage Borel. Au revoir. Très gros coup dur pour Snake Eye. Mais nécessaire. Le deck était surreprésenté, beaucoup trop fort, et bien que assez peu abordable, et bah sur Paris et dans les grandes villes, vraiment beaucoup joué. Alors lui enlever de la negate et un de ses retours de combo, c'est plutôt legit si vous voulez mon avis. Bon par contre, petite victime collatérale, le deck Dragon Link qui perd 2 de ses meilleures cartes d'extra deck. Et sinon, à part ça, histoire d'achever encore plus les Floodgate, c'est Chao, limiteur d'invocation. Ouais, je pense que les Floodgate, dans pas très longtemps, et bah ça n'existera plus si ça continue. Voilà. Que dire de cette ban, hormis qu'elle me semble ok. Vraiment ok. Snake Eye était touché, Konami a fait le bon choix là-dessus. Surtout le choix de la diversité, de la pluralité, en ouvrant les portes à beaucoup d'autres decks qui vont revenir. SS, Orcuste, Thunder Dragon, potentiellement. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires et surtout, dites-moi si cette ban vous a satisfait ou qu'est-ce que vous auriez aimé voir, qu'est-ce que vous auriez aimé changer. Beaucoup me diront Shifter, mais faites-vous une raison, jusqu'ici il n'est pas touché. Et après tout, si vous touchez pas à la base, touchez pas Shifter. Moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle. C'était Slifer.